Bon, je vais vous donner le programme du cours de l'année. C'est l'histoire de la philosophie, mais sous un angle particulier, qui est l'histoire de la philosophie idéaliste. En étudiant naturellement les grands auteurs, mais sous l'angle de l'idéalisme seulement. Il n'est pas question pour moi. Je crois que par ailleurs, vous avez un professeur qui étudie ces auteurs. Elle avait peur de marcher sur mes bréchets, mais il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème. Je peux traiter, nous pouvons traiter les mêmes auteurs sous des angles différents. Moi, ce sera l'idéalisme. Je vais essayer de définir aujourd'hui de façon liminaire. Et ma collègue étudiera, Madame Delacoste, étudiera les mêmes auteurs peut-être, mais sous des angles différents. Par exemple, sous l'angle de l'éthique. Il y a une éthique idéaliste, évidemment, mais peut-être que je n'étudierai pas l'éthique sous tous les angles. Je ne le peux pas, puisque je fais cours qu'une fois par mois. Donc vous ne me retrouverez que le mois prochain. Alors, je crois que c'est le 15 novembre. Bon, je vais d'abord introduire cette philosophie idéaliste, cette histoire de la philosophie idéaliste, pas la philosophie idéaliste, la philosophie idéaliste sous l'angle historique, qui n'est pas simplement, vous savez, ce qu'on appelle l'angle diachronique, c'est-à-dire un simple ordre de succession. On va essayer de trouver un phylum, de trouver le sens, l'orientation, voire peut-être le télos, la direction de cette philosophie idéaliste. Donc, je vais vous donner le plan introductif. J'ai traité l'introduction, le thème de l'introduction l'année dernière. Le cours était un petit peu plus développé. Je ferai polycopier ce cours. Je vais être plus bref cette année. Je ferai polycopier ce cours, comme ça vous y aurez accès sans problème. Bon, le plan sera le suivant. Il y aura trois moments. D'abord, les différentes conceptions de l'histoire de la philosophie et l'idéalisme. Pas seulement sous l'angle de l'idéalisme, mais après tout, l'histoire de la philosophie idéaliste, c'est d'abord l'histoire de la philosophie, bien sûr, avant qu'elle ne soit spécifique. Deuxièmement, je dirais l'idéalisme sous l'aspect de la foi chrétienne, car c'est cela qui nous importe. S'il y a une constante de la philosophie idéaliste, en plus, nous allons le voir, de philosophes idéalistes cherchent à défendre le christianisme à leur façon, par une forme de repentir peut-être, au sein de leur attitude, l'attitude idéaliste qu'on va essayer de définir, mais il y a au sein de cette attitude idéaliste une sorte de repentir chrétien parfois, ou tout simplement déiste. On va essayer de savoir pourquoi. Et enfin, troisième point, je dirais l'idéalisme comme mode de vie. En m'intéressant notamment, enfin, j'y ferai allusion, à un livre de Pierre Hadot qui n'est pas des nôtres, qui s'intitule « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» On commence par la philosophie antique, par Platon. Nous allons voir cela. Alors, les différentes conceptions de l'histoire de la philosophie et l'idéalisme. C'est le premier point que nous allons étudier. Il y a différentes conceptions de l'histoire de la philosophie en général et de l'histoire de la philosophie idéaliste en particulier. On peut considérer, premièrement, l'histoire comme une simple succession de philosophes et de systèmes philosophiques, sans que le temps construise quelque chose, ou sans qu'on conçoive le temps comme construisant quelque chose. Dans cette optique, le temps ne construit rien d'essentiel. C'est qu'une simple succession, kaléidoscopique, si je puis dire. Je pense par exemple à cette citation de Descartes à propos de la lecture,
où Descartes nous dit que la lecture, c'est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés, mais une conversation soutenue. Ça ne veut pas dire dans l'esprit de Descartes, en l'occurrence, que l'histoire de la philosophie est véritablement, à travers la lecture, un progrès chronologique, bien que par ailleurs, notamment dans le domaine scientifique, conçoivent la science comme progressive, ce qui a un impact sur sa propre philosophie. Deuxième façon de concevoir l'histoire de la philosophie, c'est le progressisme classique. Pour le progressisme classique, l'histoire de la philosophie, c'est le progrès de la conscience. La conscience, la pensée s'enrichirait en prenant de mieux en mieux et de plus en plus conscience elle-même. Exemple, pour ce qui est de la philosophie idéaliste, de Platon aux formes contemporaines de l'idéalisme, par exemple Husserl, la phénoménologie husserlienne, avec les disciples français, Merleau-Ponty, il y aurait un progrès de la conscience, par sorte de réflexion plus soutenue et enrichie par le temps, et la conscience à travers le temps. Troisième conception, ce serait la conception dialectique. La philosophie serait un développement dialectique qui passerait par des moments successifs, comme pour Hegel par exemple, elle passe par un moment d'affirmation, ça s'appelle la thèse, de la négation, puis de la négation à la négation, qui est le dépassement de la contradiction entre les deux premiers moments. Là, ce n'est pas du tout le progressisme classique, parce que le progressisme classique, il est en quelque sorte continu, pour être représenté par une ligne ascendante. Tandis que le développement dialectique, c'est un développement de moments contradictoires dépassés. Voilà, c'est ce que Hegel appelle l'Aufhebung, pour ceux qui en faisaient allemand. L'Aufhebung, le dépassement dialectique. Nous verrons d'ailleurs que ça ne signifie pas grand-chose. Le verbe, c'est Aufheben. Et ce dépassement, il faudra se demander s'il a un sens vraiment, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur cette idée d'Aufhebung. Ce serait une sorte de... mon maître Junier disait que c'était un contresens, moi je n'ai pas fait d'allemand, enfin je regrette d'ailleurs, mais c'est un contresens dans la terminologie allemande. On joue en surimpression sur le sens de deux termes. On veut dire dépassement ou simplement rejet d'une thèse antérieure et passage vers une autre thèse. Quand on joue sur deux significations distinctes, là, on est dans l'aberration. Alors, je veux m'approcher de la conception de l'histoire de la philosophie qui nous importe, et que je vais essayer de défendre. C'est d'abord la prise de conscience qu'il y a des constantes dans l'histoire de la philosophie. Notamment l'idéalisme est une constante. Certains peuvent prétendre que l'idéalisme actuellement n'est guère défendu par aucun véritable philosophe. On pourrait discuter cela. Ça n'est pas véritablement démodé. Il y a une constante idéaliste, il faut se demander pourquoi. Il y a quelque chose d'invariable. Et si la philosophie idéaliste est une constante, c'est parce qu'elle répond à une tentation constante. Il ne peut pas y avoir de philosophie constante dans le temps qui ne soit pas une réponse à une tentation constante. Et ce qu'il faudra essayer de comprendre, c'est la nature de cette tentation qui habite l'histoire de la philosophie. Pourquoi est-on tenté de défendre
un système philosophique, idéaliste. Alors, il y a une constante qui répond à une tentation constante, et cette constante tend à se constituer en système. Il y a un système qui se met en place, et ce qui est différent entre différentes philosophies idéalistes, ce sont les modalités. Pourquoi y a-t-il des modalités différentes? Pourquoi la philosophie idéaliste est-elle se construit-elle en systèmes différents? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. D'abord, puisque l'idéalisme est plus constante, c'est de le définir. Définir cette constante. Alors j'essaie de le définir, de rappeler cette définition. On pourrait définir ainsi l'idéalisme sous ces deux formes, hein, à la fois comme de l'ordre de la gnoséologie, c'est-à-dire de la théorie. Gnoséologie, c'est la théorie de la connaissance. Gnoséologie, théorie de la connaissance. Et dans l'ordre de l'éthique. Donc, l'idéalisme est un système de pensée où la conscience ne saisit que ses propres représentations. Certains diraient que c'est un peu simplifié, mais il faut commencer par essayer de dégager clairement cette constante idéaliste. À travers le temps, un système de pensée où la conscience saisit que ses propres représentations. Mais ces représentations peuvent être idéales, attention à l'orthographe du terme, idéales, idéeux, deux L-E-S, idéal, c'est-à-dire qui relève de l'idée, ou idéal. Vous voyez, nous avons idéal, c'est le côté théorie de la connaissance. Idéal, c'est le côté moral, éthique, différent. Alors, pour tous les idéalistes, la pensée ne fonctionne pas d'emblée, immédiatement, en tout cas, la prise de connaissance n'est pas immédiate, la pensée ne fonctionne pas immédiatement en régime dogmatique, entre guillemets. J'utilise l'expression d'un philosophe qui a été aussi mon professeur, s'appelait Granel, il disait pour le réalisme, la pensée fonctionne en régime dogmatique. Pour l'idéalisme, la pensée ne fonctionne pas immédiatement en régime dogmatique. Parce que le dogmatisme, pour un idéaliste du moins, d'abord, parce qu'il peut finir dogmatique, si vous voulez, il commence par être idéaliste, il peut finir par un dogmatisme, c'est le cas de Descartes, on verra, parce que finalement, à la fin, il est dogmatique. Pour un idéaliste, dogmatique peut avoir un sens péjoratif. Mais faisons une précision sur dogmatique, ça pourra vous éclairer en tout point. Dogmatique, ça ne doit pas vous étonner, vous qui êtes séminariste, dogmatique n'a pas initialement un sens péjoratif, dogmatique. Évidemment. Cela veut dire, dogmatique, donc, on ne parle pas simplement de la dogmatique chrétienne, mais dogmatique au sens philosophique du terme signifie que la pensée est apte et capable immédiatement ou médiatement, c'est-à-dire par une série d'intermédiaires, ce que feront certains idéalistes, que la pensée est apte immédiatement ou médiatement à accéder à l'être, c'est-à-dire au réel, et cet accès de la pensée à l'être, ça s'appelle comment, tout simplement, quand la pensée accède à l'être? La vérité. La vérité, c'est tout simplement l'accès de la pensée à l'être. Alors un dogmatique, c'est un penseur qui adhère à l'idée qu'il est capable d'accéder au réel, d'accéder à l'être, d'accéder à la vérité. Et pour la pensée dogmatique, on pourrait dire que la pensée fonctionne ainsi. Elle fonctionne ainsi. Elle ne peut pas ne pas fonctionner ainsi.
le fait de ne pas accéder au réel, c'est-à-dire de ne pas accéder à la vérité, de ne pas parvenir au vrai, a un caractère pathologique, anormal, pas normal que la pensée n'accède pas au vrai, elle est faite pour accéder au vrai. Au sens péjoratif du terme. Au sens péjoratif du terme. Et bien les idéalistes, notamment Kant, sont tentés par un usage péjoratif du terme dogmatique. Au sens péjoratif du terme. Le dogmatisme, c'est l'illusion de croire pouvoir accéder à la chose en soi, pour utiliser la terminologie kantienne, indépendamment des formes a priori, des structures mentales. Chez Kant, ce sera les formes a priori de la sensibilité, l'espace et le temps, et les catégories a priori de l'entendement. Bon. Le dogmatisme au sens péjoratif, c'est une illusion. L'illusion de croire que la pensée peut immédiatement accéder à l'être des choses. Alors, cela est impossible. Alors, qu'est-ce que cela donne en morale, par exemple? Puisque nous avons dit que l'idéalisme, c'est la philosophie selon laquelle la pensée n'accède qu'à ses propres, la conscience n'accède qu'à ses propres représentations. En morale, l'idéalisme signifie que la conscience fait prévaloir les idéaux. Il ne s'agit pas des idées, mais les idéaux, c'est-à-dire les constructions. Les idéaux, qu'est-ce que c'est? Les constructions, les représentations mentales sur la réalité constatée. Et cet idéalisme peut même chercher à imposer ces représentations idéales, le plus souvent imaginaires, à la réalité. Et cela peut donner, par exemple, l'utopie. Les utopistes peuvent très bien chercher à imposer leur représentation idéale à la réalité, en construisant un univers imaginaire, par exemple une structure idéale de la société, chercher à l'imposer concrètement, violemment, à la société sans pouvoir y parvenir. D'ailleurs, l'extrême violence des utopistes, le plus souvent. Pour un idéaliste au sens donc, moral et politique du terme, il n'y a pas d'autre topos. Topos, ça veut dire lieu en grec. Il n'y a pas d'autre topos. Utopie, ça veut dire ce qui n'a pas lieu, ce qui n'a aucun lieu. Le seul lieu, c'est l'imaginaire. Pour un utopiste, donc le topos, c'est l'idéal conçu ou imaginé. Quoi, ça peut être conçu, parce que ça peut être construit par l'entendement, ou imaginé. Pour lui, un devoir-être conceptuel ou imaginaire. Oui. Je vais répéter la définition d'idéalisme au sens moral, c'est la conscience fait prévaloir les idéaux. Alors, la conscience fait prévaloir les idéaux, c'est-à-dire les constructions, les représentations mentales ou imaginaires, sur la réalité telle qu'elle est constatée. Merci. La réalité constatée est décevante. Il faut donc faire prévaloir l'imaginaire sur cette réalité constatée et le faire même parfois de façon violente en imposant par exemple les structures de cité idéale conçues par l'entendement, comme dirait Kant, enfin il n'est pas utopiste, mais, par l'entendement ou par l'imagination sur la réalité. Il y a aussi des utopistes qui peuvent rester de gentils utopistes. On va imaginer une cité idéale, pas du tout la prétention de la créer. Je ne veux pas dire que tous les utopistes sont violents.
Et il peut y avoir, il y a tout un philosophe historique qui fait que il y a une tentation, quand on est utopiste, quand on est un idéaliste utopiste, de faire prévaloir ces idéaux sur la réalité, de les imposer à la réalité, et de les imposer violemment. C'est ce que j'imagine ou rien. C'est la loi du tout ou rien. Tout l'imaginaire, tout le topos que j'imagine, ou rien. Et dès lors, c'est la violence qui s'instaure, parfois dans une logique de type nihiliste. On préfère rien, plutôt rien, que l'abandon de l'utopie. On peut prendre un caractère nihiliste. Nihil, ça veut dire rien. Rien plutôt que de modifier par réforme, que de suivre une logique interne, observée dans la société. Choses comme ça. Donc dans l'idéalisme, il y a une constante, mais il y a des modalités différentes. Bon, ce serait le petit dé, si vous voulez, hein, pour nous résumer. Une constante avec des modalités différentes. Pourquoi ces modalités différentes? Parce que l'idéalisme s'inscrit dans des contextes différents, dans des contextes d'époques différentes. Mais il y a une similitude avec l'espace. Si je voyage d'une ville à une autre, si je me déplace d'un quartier de Toulon à un autre, je reste moi-même, mais je dois m'orienter différemment. Et parfois, je ne peux pas le faire seul. Donc il y a vous voyez, il y a un problème d'orientation. Je suis dans un contexte différent, mais je suis le même, je suis identique à moi. Donc, il en est ainsi dans le temps. De même pour l'idéalisme. L'idéalisme est une constante qui obéit à une logique constante, aussi bien dans le domaine de la connaissance que dans le domaine de la morale et de l'action, mais qui s'inscrit dans des contextes culturels différents, qui sont comme des lieux différents, dans des contextes culturels différents, dans des contextes scientifiques différents. La science du Moyen-Âge, la science contextuelle, on pourrait dire que l'ancêtre d'un certain idéalisme, c'est le conceptualisme de Guillaume de Cam, par exemple. On verra quand on parlera de Kant. Le contexte culturel de l'idéalisme, s'il avait existé, d'une certaine façon il existe au Moyen-Âge, c'est un contexte culturel et scientifique spécifique. Le contexte de l'idéalisme de Descartes, c'est aussi un contexte scientifique différent au Moyen-Âge. C'est la science galiléenne. C'est la science galiléenne. C'est ce qu'on appelle la mathésis universaliste, la mathématique universelle, la réduction géométrique de l'étendue, et cela. On verra ça quand on expliquera Descartes. Je peux expliquer pourquoi il y a deux substances, par exemple, pour Descartes. Il y a la substance étendue géométrique, où tout se passe par figure géométrique et mécanique, où tout se passe par figure et par mouvement, et de l'autre, la substance spirituelle, res cogitans, substance spirituelle, qui, elle, n'a rien à voir avec l'étendue, qui n'est pas géométrisable. Donc, c'est un idéalisme qui peut se comprendre dans un contexte scientifico-culturel. Vous comprenez peut-être. Alors, l'erreur qu'on pourrait commettre, et c'est une erreur qui est commise par nombreux philosophes contemporains, par exemple Foucault, Michel Foucault, c'est d'enquister, utiliser un terme un peu brutal, c'est d'enquister la pensée dans les structures d'une époque, une épistémée, une façon de concevoir la connaissance, une façon de concevoir l'ordre des choses. Par exemple, l'âge classique aurait sa structure, sa conception politique articulée autour de l'idée de pouvoir absolu, par exemple, pouvoir XIVien, mais aussi
une structure scientifique qui serait consort, qui dépendrait de cet ordre classique, qui ne pourrait pas être séparé de l'ordre classique. C'est une structure, si vous voulez. On va utiliser le mot structure, hein, c'est un ensemble ordonné d'éléments. Donc, si vous voulez, il y a une tendance à... je ne dis pas actuelle, parce que Michel Foucault, c'était ma jeunesse, première jeunesse. Bon, quand j'étais étudiant, bon, c'était le grand philosophe à la mode. Je ne sais pas s'il l'est toujours, totalement. Bon, mais, vous voyez, il y a la tendance à enfermer la pensée dans une structure sans pouvoir en sortir. C'est-à-dire, ce qui manque à cette conception, c'est la transcendance, c'est le surplomb, c'est la possibilité pour la pensée de surplomber la structure, hein, d'être au-dessus, tout en étendant. Nous sommes enfermés dans l'espace ici, bon. Mais nous ne sommes pas qu'enfermés dans l'espace. Par la conscience, nous pouvons... Pascal, peut-être pas Descartes, mais Pascal l'a bien compris. Pascal l'a bien compris. Par l'espace, je ne cite pas exactement, parce que je ne me rappelle plus exactement le contexte de la citation. Par l'espace, je suis enfermé comme un point, mais par ma pensée, je le comprends, l'espace. Et je le comprends, c'est-à-dire que je ne suis pas enfermé dedans. Je le comprends, en deux sens du terme. Je le comprends comme s'il était en moi. Je ne suis pas en lui. Je suis dans l'espace, mais je suis aussi. Vous voyez, cette tentation relativiste, et vous allez noyer, nous sommes dans la pensée idéaliste, comme toutes les autres formes de pensée d'ailleurs, est bel et bien dans un contexte qui lui donne une partie de sa signification, je dirais plutôt de son style, voire de son langage, mais elle n'est pas qu'enfermée, la pensée, dans ce contexte, elle transcende ce contexte, elle est au-dessus, elle est en surplomb, elle peut, par exemple, le critiquer. Parce que dans une certaine optique relativiste, moi c'est du relativisme, dans une certaine optique relativiste, on ne peut pas critiquer le contexte dans lequel on vit, puisque la critique est elle-même enfermée. Vous voyez, on est toujours déjà, pour utiliser l'expression de philosophe contemporain, qui était très à la mode à une certaine époque, on est toujours déjà, chez Heidegger, notamment, on est toujours déjà enfermé dans un contexte. Alors, est-ce que je peux critiquer, par exemple ? Non, parce que ma critique elle-même est stylisée par le contexte dans lequel je vis. Alors, transcendance, impossible. Conscience, impossible. La conscience de est impossible parce que la conscience est dans, elle ne peut pas être conscience de quelque chose d'extérieur à elle-même. Voilà. Alors, le deuxième point que je vais essayer de traiter, c'est l'idéalisme sous l'aspect de la foi chrétienne. Pourquoi cette constante idéaliste ? Pourquoi cette tentation idéaliste ? Cette tentation constante de l'idéalisme, tentation à laquelle répondent des systèmes idéalistes, eux-mêmes constants sans être invariables. Comment expliquer cette tentation constante et ambiguë, qui, sous des modalités différentes, se construit en système au pluriel? Dans l'ordre de la foi, qui est la nôtre, qui n'abolit pas l'exercice de la raison. Vous connaissez sans doute ce mot de saint Anselme, parce qu'on a dû vous le citer souvent, fides quaerens intellectu. La foi désire l'intelligence. La foi désire l'intellection. La foi n'est pas contraire à l'intellection, sauf pour ceux qui sont strictement fidéistes, c'est-à-dire qui estiment que la foi est radicalement séparée de la raison. Il existe le fidéisme. Le fidéisme, c'est la foi d'un côté, la raison de l'autre. La foi d'un côté, avec ses constructions théologiques, et encore, on mesure au sein conceptuel et un danger, et puis de l'autre, la philosophie,
qui n'a rien à voir avec la foi. Exemple Luther, avec l'idée que les constructions de la raison, enfin, la philosophie, c'est la putain du diable. Voilà. C'est un fidéiste pur. Bon, il faudrait nuancer. Il y a les luthériens qui ne sont pas comme ça. Par exemple, à tout, l'Église est luthérienne. Même au Saint-Augustin, dans un certain sens, on pourrait le définir comme un fidéiste, en partie fidéiste. La tradition augustinienne, plutôt fidéiste, mais elle n'est pas que fidéiste. On ne va pas entrer dans le détail. Donc, dans l'ordre de la foi qui n'abolit pas la raison, fides quae intellectum, vous savez l'orthographe, quae errant intellectum. Dans cette optique, donc, la foi sollicite l'intellect dans son fonctionnement, dans sa manière d'accéder au vrai. Or, que nous fait connaître la révélation? Et cet éclairage, pour la philosophie pourra le recevoir, cet éclairage, pour être illuminé par la révélation sur ce point. Elle nous fait connaître pas que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu a créé l'univers et il a créé l'homme par son verbe, en grec le logos. Et c'est ce verbe qui donne à la réalité sa vérité. Ce que, en thomisme, on appelle la vérité ontologique. C'est-à-dire la vérité construite par le Verbe de Dieu. L'intellect humain, lui, a pour fonction, je pourrais utiliser un terme qui n'est pas très beau, mais enfin qui dit bien ce qu'il veut dire, intelliger. L'intellect humain intellige, c'est-à-dire intus legere. Enfin, il y a un jeu de mots chez saint Thomas. Intellige, c'est intus legere. Intus legere, ça veut dire lire. Intus à l'intérieur. L'intellect, intus legit, c'est-à-dire lit à l'intérieur du texte des choses, si je puis dire, qui a sa vérité ontologique, qui vient du Verbe. Or, cet esprit qui intellige, qui parvient à l'intellection du réel, à la manière de Dieu, peut se prendre pour Dieu. Il y a cette tentation. Le tentateur dans la Genèse procède ainsi auprès d'Adam et Ève: Eritis sicut Dei, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. En fait, les hommes sont à l'image de Dieu. On ne part pas de rien pour dire ça. Il sait comment on peut tenter l'âme humaine. Eritis sicut Dei. L'idéalisme, c'est quand même cette tentation chez de nombreux philosophes, en se représentant ou en confondant la réalité avec les représentations de sa pensée, la tentation, c'est de se prendre pour Dieu. Pour un Dieu qui donne la vérité ontologique aux choses à partir, non pas de représentations extérieures du réel, mais à partir de ses propres représentations. Vous comprenez ce que je veux dire? Il peut y avoir cette tentation de prendre la réalité, ou plutôt de prendre ses propres représentations pour la réalité. Parce que l'humble réalité, il faut, comme dit saint Thomas,
en faire une lecture attentive et en définitive humble, même si cette lecture est exaltante puisque c'est la lecture de la création divine. Mais pour l'idéaliste, il peut y avoir la tentation de se prendre pour Dieu, de confondre la réalité avec ses propres représentations. C'est un peu comme à rapprocher du mot de Leibniz à propos des monades spirituelles, c'est-à-dire des âmes. Comment les anges aussi pour lui sont des monades spirituelles. Chaque esprit, dit Leibniz, mais nous reprendrons cette citation quand nous étudierons Leibniz, chaque esprit est comme une petite divinité dans son département, écrit-il. Chaque esprit est comme une petite divinité dans son département. Chaque créature spirituelle est comme une petite divinité dans son département. Et si elle se conçoit comme monadique, c'est-à-dire toute seule, elle pourra se prendre, se confondre aisément, explicitement ou non, implicitement ou explicitement, pour une divinité, pour voir la divinité. C'est ça la tentation idéaliste. Mais ce qui nous intéresse, si c'était que ça, la philosophie idéaliste serait peut-être pas intéressante. Bon. Il y a le repentir ensuite. Vous voyez, les idéalistes peuvent se prendre pour Dieu, il y a cette tentation de se prendre pour Dieu, mais chez certains des philosophes que nous étudierons, pas tous, il y a une inquiétude. Parce qu'ils le perçoivent comme une inquiétude. Mais, objectivement, une sorte d'inquiétude qui peut être pris pour une sorte de repentir. Repentir de ne pas pouvoir faire coïncider le système idéaliste qu'ils défendent avec le christianisme, auquel ils adhèrent d'une certaine façon, mais honnêtement et comment dire, sans duplicité. La duplicité, elle est dans l'intelligence. Elle n'est pas forcément dans leur cœur. Donc ils sont inquiétés par une sorte de repentir et ils vont essayer de façon compliquée, artificielle, voire parfois saugrenue, de rendre leur système idéaliste, compatible avec le christianisme ou au moins le déisme. Il est ainsi de Descartes qui est obligé de ressusciter un argument discutable, qui est l'argument ontologique de saint Anselme de Cantorbéry, pour démontrer l'existence de Dieu. Et il a besoin de l'existence de Dieu. Il a besoin, Descartes, on le verra, de l'existence de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas démontré, la pensée ne pourra jamais atteindre la réalité. Ils ont besoin de cela. Mais souvent une démarche extrêmement compliquée pour parvenir à démontrer l'existence de Dieu et donc par ce biais à conforter le christianisme. Et au passage, je dirais que, contrairement à ce qu'on dit, Descartes est un chrétien. Contrairement à ce que j'entends dire, Descartes est un chrétien sincère. Un chrétien sincère. Plutôt idéiste, d'ailleurs. Il affirme croire à la religion de son enfance. Il le dit dès le début du discours de la méthode. Obéir aux lois et aux coutumes de mon pays, à la religion de mon enfance. Ce n'est pas simplement du conformisme. Nous verrons que lorsque Descartes aura cette fameuse illumination, quand il découvrira les fondements d'une science admirable, par une sorte d'intuition, un rêve d'ailleurs, c'est le fameux rêve de Descartes, eh bien, il fera vœu de faire un pèlerinage à Lorette. Et il le fera, ce pèlerinage. Il s'y tiendra à Lorette, à Notre-Dame de Lorette, pour remercier Notre-Dame de Lorette de cette intuition, de ce rêve merveilleux qui lui a fait découvrir les fondements d'une science admirable. Vous voyez,
Ils ont besoin, ces philosophes idéalistes ont besoin du christianisme, mais ils doivent recourir à des procédés compliqués pour parvenir à démontrer l'existence de Dieu ou à conforter leur christianisme. Chez Berkeley, on verra ça aussi, avec l'affirmation de la présence divine au sein de l'immatérialisme, pour éviter l'aberration d'un immatérialisme total et idéaliste. Ce sera Kant avec les postulats de la raison pratique. Pour Kant, on arrivera à démontrer l'existence de Dieu à partir de postulats. Ce n'est pas une démonstration, ce sont des postulats qui conduisent sa pensée dans le sens de son christianisme piétiste. Alors, cette sortie est souvent laborieuse. Cette sortie vers la transcendance est nécessaire. Ils en ont besoin parce que l'idéalisme est menacé par une malédiction. Comment s'appelle cette forme d'idéalisme absolu qui se prive totalement du monde extérieur affirmé comme existant, c'est-à-dire qui écarte totalement l'idée qu'il pourrait y avoir un monde extérieur. Il y aurait cet idéalisme pour lequel la conscience est solitaire en face de ses propres représentations. C'est la menace qui pèse sur tout idéalisme. Une menace qu'il faut conjurer. Il faut donc constamment enrayer la logique de l'idéalisme pour la conduire vers autre chose que l'idéalisme, tout en restant fondamentalement dans sa posture et dans ses présupposés idéalistes. C'est le solipsisme. S-O-L-I-P-S-I-S-M-E. Le solipsisme hante toute la tradition idéaliste. Toute la tradition idéaliste. Est-ce que le solipsisme existe? Est-ce qu'il y a des philosophes idéalistes solipsistes? Il y en a qui ne sont pas loin. Fichte. Il y en a qui ne sont pas loin. Fichte, par exemple, n'est pas loin d'un idéalisme habité par le solipsisme. On va dire que ce soit un solipsiste radical. Mais il en est proche. Il y a des idéalistes qui, sans se priver du christianisme, pas sous forme de foi d'ailleurs, mais sous forme logique interne de la pensée, qui n'est pas simplement culturelle, il y a un idéalisme qui peut conduire à un refus de la transcendance et à une absorption du divin dans la pensée. Plutôt que... Alors, on défend le christianisme d'une certaine manière. On ne s'en éloigne pas radicalement. On en reprend la symbolique. On en reprend l'itinéraire. On en reprend les références bibliques. Mais on l'intériorise. On en fait un itinéraire de sa propre pensée. C'est le cas de Hegel. Par exemple, pour Hegel, l'Odyssée dialectique de la conscience, dans une œuvre difficile d'ailleurs, qui s'intitule La phénoménologie de l'esprit,
c'est cette odyssée dialectique, c'est une théodyssée. L'odyssée dialectique de la conscience, c'est la théodyssée. C'est-à-dire le devenir divin de l'esprit et la justification même de ce devenir divin de l'esprit, Geist en allemand, hein, esprit avec un E majuscule. C'est-à-dire le christianisme, c'est le devenir de la conscience. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à la conscience. C'est le devenir de la conscience. Avec tous ces moments successifs de contradiction dépassées qui font de la conscience parfois un chemin de croix, mais vers une résurrection qui a sa forme chez Hegel. C'est la vérité. C'est-à-dire la réconciliation de la vérité, de l'esprit, de la réalité. Excusez-moi. Au fond, nous avons là une sorte de perversion, oui. Est-ce que cette théodyssée, c'est le fait que la conscience humaine devient elle-même une sorte de divinité ou est-ce qu'elle est appliquée à l'être de Dieu? C'est-à-dire que l'odyssée de la conscience, oui, dialectique, hein, thèse, antithèse, synthèse, c'est un devenir chrétien, si vous voulez. Ouais. Mais attention, c'est le devenir, c'est pas le christianisme de la créature. C'est le christianisme, c'est le Christ, si vous voulez, qui pérégrine dans la conscience. Le devenir de l'esprit, c'est au fond l'incarnation. C'est une sorte de perversion d'incarnation. Dieu s'est fait homme, et donc dans l'esprit de Hegel, Dieu s'est fait le parcours historique et dialectique de l'esprit dans l'histoire. Vous voyez cette perversion intelligente, Hegel. C'est pas ça un philosophe extrêmement profond, Hegel. Donc c'est une perversion qui va au sens intellectuel. C'est le fait que le christianisme change de voie. Au lieu d'être une religion révélée, mais venue de l'extérieur, avec un Dieu transcendant, un Dieu extérieur et transcendant, la divinité chez Hegel devient conscience. Et la dialectique, c'est le devenir, le devenir de l'esprit, le devenir divin de l'esprit. Donc Dieu s'est fait homme, c'est sûr, mais chez Hegel, Dieu se confond avec l'odyssée dialectique de l'esprit humain. C'est cette confusion qui s'opère dans le hegelianisme. Donc pour étudier l'idéalisme sous cet éclairage, sous l'éclairage de la foi chrétienne qui nous habite, je dirais qu'il est besoin, je ne vais pas entrer dans le détail parce que vous avez des cours sur le thomisme par ailleurs, mais il est besoin d'un réglage optique, pour utiliser une métaphore, un réglage optique qui permet de voir les choses comme elles sont. Donc un réalisme, si vous voulez. Et il peut être assuré par le thomisme, qui est justement, si on veut le définir rapidement, un réalisme spiritualiste. Parce qu'il y a un réalisme matérialiste, par exemple Marx, un réaliste matérialiste, prétend-elle, même s'il emprunte sa méthode à Hegel, qui est un idéaliste, une dialectique. C'est un réalisme matérialiste, mais le thomisme, toute la tradition thomiste, c'est un réalisme spiritualiste. Si on veut comprendre l'idéalisme, ça j'insiste là-dessus, comment peut-on comprendre l'idéalisme ? Est-ce que, si je suis idéaliste, je peux comprendre l'idéalisme? Est-ce qu'un idéaliste comprend l'idéaliste? À mon avis, non. Parce que c'est une sorte de représentation de représentation.
Imaginez qu'un Berkeleyien essaye de comprendre ce que c'est que l'idéaliste. Ben, lui-même est idéaliste, donc il y a un jeu de miroir, on est enfermé, ça peut être fascinant, hein, on est enfermé dans une sorte de jeu de miroir, de représentation. Bon, on n'en sort plus, ça devient un peu l'univers de Borges, quoi. Un idéaliste, je ne sais pas si vous connaissez un peu, ben, un idéaliste peut difficilement comprendre l'idéaliste. Si je veux comprendre l'idéaliste, il faut que j'ai les bonnes dioptries, enfin, il faut que j'ai le bon instrument optique, je le règle pour voir les choses comme elles sont. Sinon, je ne les vois pas. Je vois flou, je ne vois pas. Donc, bref, il faut être réaliste pour comprendre l'idéalisme. Sinon, on ne comprend pas. J'en suis assuré. Il est impossible de comprendre. Vous diriez la même chose de n'importe quel autre système philosophique. Il faut être réaliste pour comprendre n'importe quel système. Un réaliste ne peut pas. Il faut être réaliste pour comprendre n'importe quel système philosophique, quel qu'il soit. L'idéalisme. Je n'en comprends pas bien. Vous diriez la même chose de n'importe quel système philosophique. Et de toute façon, pour comprendre quelque chose dans ce qu'il est, il faut être réaliste. Oui. À la sens, oui. Il faut être réaliste parce que ce réalisme gnoséologique, dans l'ordre de la connaissance, permet de mettre cette distance entre l'objet et le sujet. Si vous êtes englué dans l'objet, vous ne pouvez pas comprendre. Bien sûr. C'est pourquoi d'ailleurs, entre parenthèses, matérialisme, enfin, le matérialisme le plus sommaire est incapable de se situer lui-même dans son matérialisme. Comment un matérialiste, englué dans la matière, ou qui pense que le cerveau est une partie de la matière, peut-il comprendre la matière? Il y a un problème là. Qu'avait compris Hegel, d'ailleurs, qui disait le matérialisme, c'est une philosophie sans humour. Parce que il n'y a pas cette distance, qui peut être amusée après tout, entre l'objet et le sujet. Le matérialisme, c'est une philosophie de l'esprit sérieux. Ce sont mes neurones qui arrivent à comprendre le monde. Les neurones font partie du monde, mais comment la partie peut-elle connaître véritablement le tout? Bon, il faudrait évidemment approfondir ça, mais donc, oui, le réalisme spiritualiste permet de comprendre, de bien cerner l'objectivité de l'objet, si vous voulez, hein, le caractère objectif de l'objet, et de le cerner. Sinon, il n'y a pas de possibilité de comprendre. Ce que j'avais dit dans mon cours l'année dernière, c'est que l'idéalisme ne peut pas se mettre en abîme. Il y a un problème. Il peut pas. Vous savez ce que c'est que la mise en abîme, hein? C'est un discours dans le discours, si vous voulez. Une image dans l'image. Un idéaliste ne peut pas, parce qu'il est lui-même, comment dire, il est lui-même du côté de l'univers de miroir, si vous voulez. Il est au milieu d'une pièce où il n'y a que des miroirs qui renvoient des images les unes aux autres. Le réalisme, pour utiliser des métaphores peut-être un peu simplistes, mais en fait qui disent bien ce qu'elle veut dire, le réalisme, c'est une table d'orientation. C'est un point d'observation, d'où on peut voir les choses, où les orientations sont possibles, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Mais si on est dedans, ou si l'espace est en soi, si tout le contenu de ce qu'on pense, on l'ingère, il n'y a pas de possibilité, je suis un peu grossier dans la métaphore, mais s'il y a une sorte en effet, d'absorption de toute objectivité extérieure au sein de la conscience, pas de
possibilité de mise à distance objective. C'est pas possible. Donc il faut une rectitude de l'intellection, quoi. C'est le réaliste qui l'assume. Un troisième point, c'est le dernier que je vais aborder, c'est l'idéalisme comme mode de vie. C'est ça qui nous importe aussi. L'idéalisme, ce n'est pas simplement dire une curiosité dans le musée des horreurs philosophiques. Je suis méchant, là. C'est pas quelque chose qu'on observe de l'extérieur, ça. Non, non. C'est un mode de vie. C'est une façon d'être. C'est pas simplement une théorie dans un musée théorique. C'est une façon de vivre. Et c'est ce qu'avait compris Étienne Gilson, le philosophe thomiste, historien de la philosophie. Il disait la source de l'idéalisme, elle est dans la morale. La source de l'idéalisme, elle est dans la morale. C'est-à-dire une manière de se comporter, une certaine manière de vivre, une certaine façon qui relève de la superbe. Ça va de pair avec la tentation de se prendre pour Dieu, d'une certaine façon. La philosophie, alors on va étudier Platon assez rapidement, parce que là maintenant. Avant le christianisme, c'est ce que dit Pierre Hadot. Je vous conseille d'acheter cet ouvrage de Pierre Hadot, avec lequel on peut ne pas être d'accord. C'est qu'est-ce que la philosophie antique? La philosophie antique, c'est d'avant le christianisme. Enfin, avant le christianisme, non, parce que l'Antiquité tardive, c'est Saint-Augustin. Bon, l'Antiquité va jusqu'à... Enfin, je parle de l'Antiquité pré-chrétienne, hein, la philosophie antique, pré-chrétienne. Qu'est-ce que la philosophie antique? C'est une philosophie qui, selon Pierre Hadot, essaye de se convertir en mode de vie et qui n'a de signification profonde que comme mode de vie. Pas simplement une construction intellectuelle dont il faudrait tirer les conséquences pratiques. Non, c'est un mode de vie. Voilà ce qu'écrit Pierre Hadot, à la page 21 de cet ouvrage. C'est en folio ici, je conseille de l'acheter. Il ne s'agit pas, écrit Pierre Hadot, d'opposer et de séparer d'une part la philosophie comme mode de vie et d'autre part un discours philosophique qui serait en quelque sorte extérieur à la philosophie. Bien au contraire, il s'agit de montrer que le discours philosophique fait partie du mode de vie. Le discours philosophique fait partie du mode de vie. Mais, en revanche, il faut reconnaître que le choix de vie détermine son discours. Le discours philosophique fait partie du mode de vie. Le mode de vie détermine le discours. Du discours au mode de vie, du mode de vie au discours, une sorte de causalité réciproque, d'influence réciproque. La philosophie idéaliste, c'est un peu ça. C'est un style d'existence, un mode de vie, un frayage emprunté par l'intelligence dans la façon de connaître, dans la façon d'agir. Je reprends le mot de Gilson. La source de l'idéalisme, elle est dans la morale. Elle est dans une certaine manière d'être. C'est pourquoi, chaque fois que j'étudierai un auteur idéaliste, je m'efforcerai de dégager dans l'idéalisme des incohérences existentielles,
comme l'a fait brillamment et profondément Kierkegaard à propos de Hegel. Il l'a bien cerné, l'idéalisme de Hegel. Des incohérences existentielles, qui ne sont pas seulement théoriques, qui sont existentielles, c'est-à-dire dans la manière d'être. La manière d'être et de vivre de l'idéaliste est parfois incohérente. Souvent. Alors, le propre de la philosophie chrétienne. Le propre de la philosophie chrétienne, telle qu'elle s'est épanouie au Moyen-Âge, c'est qu'elle est d'abord spirituellement et existentiellement impliquée dans la foi, dans la pensée et dans le mode de vie, sans pouvoir profondément opposer l'une à l'autre. Elle est spirituellement, existentiellement impliquée dans la foi, au logos, c'est-à-dire au Verbe de Dieu. C'est ce que dit Pierre Hadot d'ailleurs, mais il ne le dit pas en bonne part, il ne dit pas forcément que c'est bien. Ce qui fait, tout cela nous montre qu'il y a quand même une différence avec les sagesses antiques. Parce que la foi implique une certaine forme d'abord d'approche intellectuelle et une certaine manière de vivre, sans pouvoir opposer les deux. Et l'intelligence doit suivre. Pas comme dans les philosophies antiques, où le mode de vie fait la philosophie le mode de vie. Dans la philosophie chrétienne, il y a d'abord la foi. Et ensuite, dans ce sillage, une recherche intellectuelle qui doit rester dans le frayage de la foi et de ce qu'elle implique et de cette manière de vivre qu'implique la foi. Alors, cette façon de voir les choses, c'est-à-dire de penser la philosophie, et notamment ici la philosophie antique, par rapport au mode de vie, nous permettra de dégager, dans l'étude des systèmes idéalistes, des styles de vie différents, des manières d'exister qui peuvent être parfois prises en bonne part, parfois en mauvaise part. Il y a quelque chose de juste à propos de Descartes, par exemple, dans le mot de Péguy, comment définit-il Péguy dans le mot de Péguy à propos de Descartes, comment définit-il Descartes? Ce cavalier français qui partit d'un si bon pas. C'est une jolie formule pour Descartes. C'est pas faux. C'est intéressant comme formule. Son idéalisme, c'est ça. Hein. Ce cavalier français qui partit d'un si bon pas. Peut-être d'un trop bon pas. Mais on peut aussi, en étudiant la pensée de Hegel, par exemple, se référer à l'ironie mordante de Kierkegaard, un penseur chrétien qui n'est pas catholique, hein, il est luthérien, lui. Mais il est intéressant. L'ironie mordante de Kierkegaard, à l'égard de l'esprit existant de Hegel, incapable de se comprendre lui-même comme existant dans son propre système. D'un côté, il y a un pauvre esprit existant, professeur d'université, qui rentre chez lui le soir, qui a une existence concrète, peut-être banale, peut-être pas. Et puis il y a un vaste système de théodicée idéaliste dans lequel il ne peut même pas s'inscrire existentiellement lui-même. Vous voyez, l'ironie de Kierkegaard à propos de l'ambition, de la superbe
du système hegelien. Donc, retourner à l'existence, et retourner à l'existence de manière réaliste, pour comprendre toutes les dérives de cet idéalisme. Alors, si l'on va vers la vérité avec toute son âme, c'est un mot de Platon qui est juste. On ne voit pas la vérité simplement intellectuellement. On n'y va pas simplement par la gnoséologie, c'est-à-dire par la connaissance. On y va aussi avec toute son âme. Il faudra chaque fois définir la forme empruntée par l'idéalisme, la forme qu'elle emprunte, aussi bien intellectuelle que morale. Chez les plus grands philosophes représentatifs, à commencer par Platon. Voilà pour cette introduction. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Je suis un peu surpris de ce que vous avez dit sur le terme de Aufhebung chez Aufhebung, oui, c'est le mot de Hegel à propos du dépassement dialectique, c'est-à-dire de la synthèse, qui est la suppression de la contradiction, si vous voulez, le dépassement de la contradiction, la négation de la négation. Parce que pour moi, le mot de Aufhebung veut dire surtout un dépassement comme un saut au-dessus, une surélévation, effectivement. Et n'est pas, ne contient pas en lui vraiment de contradiction, mais plutôt l'idée de se servir de ce qu'on a déjà établi comme d'une marche pour sauter par-dessus. Oui. Dans Aufhebung, oui, mais une ambiguïté. Il y a deux fois l'idée de surélévation. Moi, je n'ai pas fait d'allemand. C'est une connaissance de deuxième main que j'ai. Pour diriger une critique contre la dialectique hegelienne. Aufhebung, il faut que c'est à vérifier, aurait au fond deux significations en allemand. Ça pourrait signifier le rejet d'une erreur, qu'il faudrait écarter, mais ça pourrait signifier, deuxième sens, une explicitation, un développement qui permettrait de parvenir vers une explication, c'est-à-dire une clarification, si vous voulez. Quand on joue sur les deux sens, l'explicitation par clarification et la suppression, qui n'est pas un dépassement, on peut effectivement penser dans Aufhebung deux significations différentes. Il y a peut-être toutes les connotations que le mot a pris. On jouerait sur deux sens différents. Maintenant, je ne suis pas germaniste, hein, mais c'est pour critiquer l'idée d'un dépassement dialectique qui se jouerait en quelque sorte du principe de contradiction, qui nierait les principes de la raison. Parce que Hegel joue avec cette idée qu'on peut, d'une certaine manière, dépasser le premier principe de la logique, notamment le principe d'identité de contradiction. Mais si on est attentif aux deux significations sans les confondre, sans se jouer en surimpression de ces deux sens, il n'y a pas du tout d'Aufhebung au sens hegelien, c'est-à-dire il n'y a pas une sorte de dépassement de la contradiction qui la dépasserait en prenant un point de vue supérieur, mais enfin, en l'assumant. En fait, il y a deux significations différentes. Ou bien on donne une solution, en supprimant quelque chose d'erroné, en écartant quelque chose d'erroné, ou bien on explicite quelque chose qui était implicite au départ, et qui à la fin se clarifie. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction, on ne brise pas le principe d'identité, on ne brise pas le principe de contradiction du tout. Et d'autres questions ? J'ai une question sur le mode de vie. J'imagine qu'on verra des exemples plus tard. Le mode de vie sur les échanges entre la philosophie et le mode de vie, sur la façon dont l'une influence l'autre et l'autre influence la première.
Parce que pour le moment, pour moi, ça reste assez abstrait. Est-ce qu'on verra dans la suite des exemples sur le mode de vie de tel ou tel philosophe qui trouve ensuite une justification dans sa pensée ou des choses comme ça? Je voulais dire, est-ce qu'on verra dans la stylisation de l'existence des auteurs l'implication de leur idéalisme? Oui, c'est ça que vous voulez dire. Oui, bien sûr, oui. Oui. On verra ce cavalier français qui partit dans Cibompra quand il dira Descartes, en quoi il est comme ça, et en quoi il se précipite trop, peut-être, en quoi il a pris son départ de manière trop rapide, c'est sûr. C'était un soldat, Descartes. Il a fait la guerre de 30 ans. Et c'est pendant qu'il prenait ses quartiers d'hiver, à Ulm, je crois, qu'il a conçu le fondement d'une science admirable, qu'il a conçu les principes même de sa philosophie. Enfin, ce qu'il raconte dans le discours La méthode. Oui, il y a une stylisation de la pensée. Effectivement, Kant... Bon, on ne va pas faire de la biographie philosophique. C'est ce philosophe qui n'est jamais sorti de sa ville universitaire et faisait la même promenade tous les jours au même moment. Bon, on ne va pas faire du relativisme, du style de vie pour expliquer la philosophie. La philosophie de Kant, c'est pas rien. Pas rien. Expliqué l'année dernière, c'est profond, c'est discutable, c'est profond, on ne peut pas la caricaturer. Mais vous voyez, son style de vie est idéaliste quand même. Le monde extérieur ne l'intéressait que dans la façon où il pouvait s'intérioriser dans sa pensée. Le paysage extérieur ne l'intéresse pas. C'est le paysage intérieur de sa pensée qui l'intéresse. Comme ça. Mais après tout, c'est pas critiquable en soi. La vie contemplative, c'est aussi ça. Mais avec d'autres fondements. C'est pourquoi il y a de l'ambiguïté, de l'équivoque souvent dans la philosophie idéaliste. On est souvent plus proche d'une démarche acceptable, mais on en est en réalité très éloigné. C'est ça qui est aberrant. C'est ça qui est aberrant. Pierre Hadot nous dit, par exemple, les philosophes antiques cherchaient à... Ce qui est important chez les philosophes antiques, ce sont les exercices spirituels. Ils font des exercices spirituels. Des exercices qui leur permettent d'accéder à la sagesse, devenir sophos, être sage. Je donnais l'exemple de cette sagesse, évidemment, c'est bizarre dans son comportement, qui est le cynisme. Peut-on séparer le cynisme dans sa manière de vivre, Diogène par exemple, de la philosophie de Diogène? Extrêmement difficile. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas doctrinal à séparer de la façon de vivre d'un Diogène. Ça, c'est la philosophie antique pré-chrétienne. Non, c'est pas possible. Donc, il y aurait des exercices dits spirituels. Mais l'ambiguïté, c'est que, par exemple, chez saint Ignace de Loyola, il y a des exercices spirituels aussi. Et les méditations métaphysiques de Descartes auraient été conçues sur le modèle des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Il faut savoir, par exemple, que Descartes était élève à la Flèche, le collège de jésuites, qui était suarésien, thomiste suarésien, et que devait savoir ce que c'était que les exercices spirituels. Ça y ressemble d'ailleurs. Mais, vous voyez, les exercices spirituels, Saint Ignace de Loyola, n'ont rien à voir avec les exercices spirituels de la philosophie antique. Nous sommes dans le christianisme, là. Comme je vous le disais, il y a quand même une sorte de philosophie sous-jacente dans le christianisme, qui est
l'adhésion à la révélation et à son logos. Et ensuite seulement, dans le sillage, on fait de la philosophie. Ou alors sur les philhéistes radicales, on oppose radicalement la religion à la philosophie de manière conflictuelle. Je ne crois pas que ce soit la démarche à suivre. Je ne pense pas. Alors, moi j'aimerais que vous me donniez, puisque vous ne voulez pas demander, sur une petite feuille, votre nom, je puisse faire amplement connaissance, votre date de naissance, je connaisse votre âge, votre formation, quelle formation vous avez eue, si vous avez une formation littéraire ou scientifique, ou les deux. Et ensuite votre adresse informatique, parce que comme on se voit qu'une fois par mois, il est possible que je vous envoie des textes à vos mails, qui sont coordonnées du travail, comme je ne peux pas forcément vous voir. Puis Aix-en-Provence, je vous enverrai des travaux à faire. Je vais commencer d'ailleurs par vous donner un texte de Platon. Alors, je vais vous donner un texte de Platon à préparer. Il y aura peut-être des compléments d'information. À préparer. Alors, je donne qu'un. Vous pouvez. Il y en a qui se chargent de les photocopier pour les autres. Très bien. Avec, puisqu'on va commencer par l'idéalisme platonicien, avec trois questions. Je vous donnerai peut-être, je vous enverrai les textes Saint-Augustin à vos mails pour compléter ça. Alors, en première question, vous notez sur ce texte, sont des textes assez classiques tirés de la République, sur l'idéalisme platonicien. Alors, première question, la mise en place des idées selon Platon. Comment, dans ce texte, Platon met-il en place les idées, avec un I majuscule. Deuxième question, puisqu'il s'agit d'un texte sur la prééminence de l'idée du bien. Deuxièmement, expliquer les raisons de la prééminence du bien sous ses différents aspects. Expliquer les raisons de la prééminence du bien sous ses différents aspects. Et troisième question, je crois que le texte nous permet de le dire, en quoi le platonisme a-t-il pu inspirer la pensée chrétienne? En quoi le platonisme a-t-il pu inspirer la pensée chrétienne? Entre parenthèses, du néoplatonisme, puisqu'il faut passer par le néoplatonisme à Saint-Augustin. Du néoplatonisme, il faudra faire une petite recherche, peut-être une recherche en ligne sur le néoplatonisme, sur Plotin en particulier, pour comprendre l'influence du platonisme sur l'augustinisme. Je donnerai des textes peut-être.
Il reste peu de temps, mais peut-être commencer à mettre en place la pensée platonicienne, au moins l'introduire, vous donner le plan que je vais suivre, et vous indiquer aussi quelques recherches à faire au passage. Bon, pas question pour moi, introductivement, je dirais de produire un kaléidoscope de théorie idéaliste qui donnerait l'illusion, l'image du mouvement, et avec l'illusion du mouvement, l'illusion d'un sens qui bouge aussi. Il y a exigence d'une statique. Donc je m'arrêterai sur la doctrine de Platon, la philosophie de Platon, la philosophie des idées. Ce n'est pas un arrêt sur image, parce que cet arrêt sur image nous empêcherait de... Si on emprunte l'image cinématographique de Bergson, un arrêt sur image sur Platon nous empêcherait de concevoir tout le contenu doctrinal du platonisme sans lequel on peut concevoir cette image. Nous porterons, cela veut dire qu'il faudra s'arrêter sur un philosophe en portant notre attention sur un contenu doctrinal cohérent, montrer la cohérence de la doctrine de Platon, de la doctrine des autres philosophes, qui possède son ordre propre, qui possède son système conceptuel, qui possède son réseau de bifurcation, qui possède aussi malheureusement ses impasses, et sont intéressantes les impasses en philosophie, une difficulté, des apories, comme on dit. Puisque les apories sont les difficultés apparemment insurmontables qu'enfronte la pensée et qui semble l'arrêter. Limite de cette étude, nous ne nous intéresserons pas à tout le système platonicien, mais seulement à l'idéalisme platonicien, c'est-à-dire fondamentalement la théorie des idées. Puisque s'il y a vraiment un philosophe qu'on peut appeler idéaliste, c'est bien Platon, puisque c'est le théoricien des idées. Alors pour ce qui est de Platon, je ne considérais pas l'examen de l'idéalisme comme une fin en soi, mais comme un éclairage pour la doctrine de la foi, puisque le platonisme, il y a un platonisme chrétien. Saint-Augustin et d'autres encore. Et même Descartes, enfin dans la philosophie moderne, peut-on penser Descartes sans le platonisme? C'est pas évident. Alors le plan qui sera suivi est le suivant. D'abord une brève présentation de Platon. Peut-être on pourra s'arrêter là. Une brève présentation de Platon que vous compléterez vous-même, parce que je ne vais pas faire de la biographie, c'est vous qui la ferez. Renseignez-vous en ligne sur la vie de Platon, d'où il vient, ce qui lui est arrivé, parce qu'il est arrivé pas mal de choses. Lui, c'est quelqu'un qui a fait des voyages, hein, c'est pas comme Kant, hein, il a voyagé beaucoup, notamment à Syracuse. Deuxièmement, exposition de la théorie des idées. Exposition de la théorie des idées. Comment faut-il concevoir les idées chez Platon? Et qu'est-ce qui conduit Platon à défendre sa théorie des idées? Troisièmement, l'étude des textes que je vous ai proposé. L'idéalisme platonicien dans les textes, dans l'extrait de la République. Quatrièmement, l'examen critique de la théorie idéaliste de Platon, la théorie des idées, avec l'argument du troisième homme chez Aristote, une critique de la théorie des idées chez Platon, l'argument du troisième homme. Et enfin,
la 5e partie portera sur le platonisme chrétien. Et je me référerai à Saint-Augustin. Peut-être je vous enverrai des textes par mail. Premièrement, donc, la brève présentation de Platon à compléter par vous-même. Platon, à juste titre, a été conçu comme le père de la philosophie occidentale. C'est juste. C'est quand même le premier grand philosophe. Le premier grand philosophe dont il nous reste des textes majeurs. Parce qu'il y a beaucoup de philosophes dont il ne nous reste pas beaucoup de textes. Ils ont disparu. Ou ils ont disparu, ou alors sont des philosophes qui ont peu écrit, qui ont écrit dans leur vie, si je puis dire. Le texte de leur vie, c'est leur texte philosophique. Il faut savoir que le grand philosophe, le grand sage qui a influencé Platon n'a jamais rien écrit. C'est Socrate. Platon est l'un des... pas le seul. Maintenant, il y a une tendance à dire que le Socrate de Platon n'est pas le Socrate véritable, ou qu'il y a une multiplicité de Socrates. Chaque disciple de Socrate a son propre Socrate. Alors, qu'est-ce que Socrate? On ne sait pas. Témoignage de Platon, la mise en dialogue de la philosophie socratique est quand même fondamentale. Je crois que le Socrate de Platon est essentiel, contrairement à ce qu'on a pu en dire. Même si par ailleurs Socrate a été évoqué par Xénophon, par exemple. Ou même par des comiques, poètes comiques comme Aristophane dans les Nuées. Le ridiculise Socrate. C'est intéressant de savoir comment Socrate a été ridiculisé, caricaturé. Ça ne veut pas dire qu'il s'identifie avec sa caricature, naturellement. Bon, alors c'est un Athénien, on ne peut pas le concevoir autrement comme un Athénien, même s'il est né dans l'île d'Égine. C'est fondamentalement un aristocrate. Et sa pensée l'est fondamentalement. Il descend par sa mère, ou il descendrait par sa mère, de Cadmos, C-A-D-M-O-S, le dernier roi d'Athènes, et par son père, de Solon, le législateur d'Athènes. C'est peut-être ce qui explique chez Platon son souci de mettre en place une cité idéale. Une cité idéale conçue à l'image de sa philosophie, conformément à ses idées. Voilà, bon, vous chercherez pour ses pérégrinations. Il est allé essayer d'appliquer ses idées à Syracuse auprès d'un tyran qui s'appelait Denis. Ça n'a pas marché. Il a même été plus ou moins réduit en esclavage, racheté. Il a eu quand même une vie aventureuse. Et puis il est revenu à Athènes, il a affronté cette institution qui s'appelle l'Académie, dans les jardins d'Académos. Voilà, je chercherai dans les détails. Il a eu d'illustres disciples, et l'un de ses grands disciples, qui ne lui est pas resté fidèle, c'est Aristote, qu'il appelait l'intelligence. Nous, en grec. Quand il l'appelait Aristote, il l'interrogeait. Toi, l'intelligence. Nous. Mais une intelligence qui n'est pas restée platonicienne. Disciple de Platon, Aristote disait, je suis l'ami de Platon, mais je suis encore plus l'ami de la vérité. C'est pour ça qu'il a créé son propre système.
quitte à déplaire à Platon. Mais il est resté plus platonicien qu'on ne le pense sur certains points, malgré tout. Bon, l'Académie, pas sur les détails, des détails qui sont importants, si vous voulez faire de l'histoire de la philosophie. Il y a l'Académie, la nouvelle Académie. Platon a nommé le premier, son premier disciple, maître d'Académie. C'est Speusippe, ensuite il y en a eu l'autre. Et l'Académie, il me semble-t-il, oui, c'est une institution qui a duré longtemps. Hein. Elle a été créée donc, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et elle a disparu sous Justinien, 5e après Jésus-Christ. Vous voyez, c'est une institution qui a duré pas mal de temps, mais dont l'idéologie a changé. Parce qu'il y a eu des maîtres n'ont pas défendu un platonisme névariéture, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, on ne va pas quand même aborder maintenant la théorie des idées. On l'abordera la prochaine fois. Bon, voilà pour aujourd'hui. On se revoit le 15 octobre, je crois.